Jean-Philippe et moi, on espère que vous allez bien. On va commencer l'exposé, et c'est un petit clin d'œil à Cécile. On va d'abord commencer l'exposé en s'excusant. Première chose, c'est qu'on doit s'excuser parce qu'en fait, on est soignant en psychiatrie. Et vous savez, être soignant en psychiatrie, c'est accepter qu'on n'ait pas les mêmes modèles de scientificité que dans les domaines médicaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves, on ne sait pas toujours étayer, objectiver ce qu'a le patient. La deuxième raison pour laquelle on doit s'excuser d'être soignant en psychiatrie, d'être psychiatre l'un et l'autre, c'est qu'effectivement, souvent, on a beaucoup à faire avec la culpabilité des proches, des patients, des usagers, et qu'en plus, quand ils viennent trouver une équipe mobile, c'est souvent que tous les autres dispositifs ont échoué. Et il y a d'autant plus de culpabilité. Et ça nous fait souffrir de rencontrer des gens qui se sentent coupables, et ça nous fait culpabiliser aussi, ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné précédemment dans la prise en charge. Et puis, Jean-Philippe et moi, on doit aussi s'excuser de quelque chose d'un peu plus particulier, c'est on doit s'excuser d'être belge. C'est pas drôle. On est ça. Oh, mais non, vous comprenez, les pauvres Belges, vous comprenez, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout le monde se fout de notre gueule. C'est pas vrai. Le monde ne sait pas où est la Belgique. En général, il faut être humble. C'est comme quand on se rase le matin on redevient humble, on découvre sa gueule derrière le savon, pof, ça calme. Mais le problème belge, finalement, est un problème absolument microscopique. Vous comprenez? Et donc ça, c'est Jacques Brel en 1971, et je pense que tout soignant en psychiatrie devrait, ça dure 40 minutes, écouter cette interview à Knock, 1971, ça se trouve sur plein de sites. Et je dis ça parce que, effectivement, on doit s'excuser d'être belge, parce qu'on ne va pas présenter le modèle belge, on va présenter le modèle bruxellois plutôt. Et le modèle bruxellois, c'est un modèle un petit peu particulier qu'on a créé il y a quelques années, et on va tenter de vous parler de ça en quelques minutes, mais avant ça, et il y a eu un teasing de Jean-Luc, vous le savez, la Belgique a gagné hier, et peut-être que vous ne savez pas, mais à Marseille, un des Belges les plus célèbres, alors il n'était pas psychiatre, mais quasiment. Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur? Alors, je vous explique pourquoi on a pris Raymond Goethals. Raymond Goethals, c'est quelqu'un qui un jour, il y avait un petit joueur français, et Éric Cantona vient trouver Raymond Goethals et lui dit mais on ne met pas Cantona sous le banc. Et Raymond Goethals regarde Éric Cantona et lui dit pas de problème, tu peux t'asseoir à côté du banc. Et l'hommage à Raymond Goethals, c'est que c'est un très grand psychothérapeute dans le sens où il avait l'art de ne jamais éteindre la question. Il répondait toujours à côté de la question. Et vous savez, la réponse, c'est la mort de la question. Et notre exposé ne se veut pas donc une réponse, mais se veut plutôt une ouverture par rapport à différentes choses. Alors, un patient dont aurait pu s'occuper un autre Marseillais belge bien connu, certains le connaissent peut-être. Ça, c'était hier soir. C'est Michy Batshuayi, effectivement, donc Diable Rouge, effectivement, et Michy, il avait cette capacité à Marseille de marquer beaucoup de buts. Et puis, Jean-Philippe et moi, on avait vraiment envie de rendre hommage probablement au plus grand psychiatre marseillais, bruxellois en même temps, enfin en tout cas avec des atomes crochus avec la Belgique. Alors c'est Samuel Blundin, et on avait très envie, en hommage à la Belgique hier et à Samuel, de faire un standing ovation pour ce congrès ici à Marseille pendant 2 jours. Donc, merci à Samuel, à toute son équipe, effectivement, par rapport à l'organisation. Le congrès est super et vraiment, ça nous plaît beaucoup. Et donc, merci à tous les organisateurs. Alors, on décompte une minute. Oh, merci. Et donc, hier, il y avait quelque chose de très particulier dans les interventions. Il y a Raphaël Blundin, il nous a dit à un moment donné, mais chaque équipe mobile, elle pense qu'elle est la meilleure. Et moi, je pense qu'on ne peut pas travailler, nous pensons qu'on ne peut pas travailler dans une équipe mobile sans penser qu'on est la meilleure. Il faut quand même un support narcissique, un étage narcissique, et en même temps, on ne peut jamais aller en conquérant. Quand on travaille dans la crise, on ne peut jamais aller en conquérant parce que c'est très compliqué d'aller en conquérant. Et donc, par
par rapport à ça, c'est la phrase de notre titre, il n'a pas toutes les frites dans le même sachet, c'est une expression bruxelloise. Alors on peut la décliner en français de différentes façons, hein. Avoir un petit vélo dans la tête, avoir une case en moins, être marteau, yoyoter dans la cafetière, marcher sur la tête, onduler de la toiture. Et puis ce matin, en prenant l'ascenseur dans l'hôtel, on a vu qu'à Marseille, il y avait une expression qui s'appelait « être bon pour le 54 ». Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais il y avait une explication, on ne va pas la détailler maintenant. Et alors bien sûr, le titre est plutôt de Jean-Philippe, et donc il n'a pas toutes ces frites dans le même sachet. Voilà, enfin ça c'était une expression un tout petit peu claire. Alors on va être très sérieux maintenant, et c'est maintenant que commence le quart d'heure que nous a octroyé Jean-Luc. Merci non, chaque fois il faut la même chose. Et donc par rapport à ça, donc 4 points. Dispositif, effectivement, le dispositif qu'on va vous proposer. La question ensuite de la philosophie de soins, et puis l'accordage, l'évaluation, les conclusions. On va essayer d'être assez rapide. Le dispositif, c'est que nous travaillons dans une équipe mobile de crise avec différentes spécificités. Je vais aller assez vite par rapport à ça, mais globalement, nous pensons que la mobilité, ce n'est que pour les patients non demandeurs. En Belgique, il n'y a pas assez de moyens pour faire de la mobilité partout, et donc la mobilité sert à prendre en charge des patients non demandeurs, et effectivement des patients qui souvent refusent les soins, et c'est une alternative à des modalités plus judiciaires du soin, ce qu'on appelle en Belgique des privations de liberté en vue de soins. On travaille avec des consultations à la demande de tiers, ça permet toujours de s'adapter à la question des proches, du réseau, et on est à l'écoute de ce réseau qui est souvent malmené par le système psychiatrique. Donc consultation à la demande de tiers, on n'aura pas l'occasion maintenant de développer cette consultation, mais c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif. Alors ça c'est la particularité bruxelloise, c'est l'équipe mobile de crise, elle a été créée au sein même d'un service d'urgence psychiatrique, un service de crise et d'urgence psychiatrique. Et pourquoi ça a été écrit comme ça ? Parce que la crise urgence, ça fait peur à beaucoup de personnes. Les moyens dévolus à la crise et à l'urgence sont souvent manquants. Et donc par rapport à ça, c'était important effectivement de pouvoir renforcer le dispositif de crise et puis aussi de s'assurer que la nuit, le week-end, c'est l'unité de crise qui assure quelque part la garde de l'équipe mobile de crise. Donc notre équipe n'est entre guillemets accessible qu'entre 8-9 heures du matin et 18-19 heures le soir. Et donc c'est un a priori qu'on a pris pour effectivement ne pas avoir cette ouverture trop grande au niveau de l'équipe mobile de crise. La réactivité, on peut intervenir parfois ça va très vite. Le jour même, on va au domicile du patient. On n'est pas un SAMU psychiatrique. C'est aussi un attendu très clair. J'estime que les moyens d'évoluer à la crise ne sont pas suffisants que pour en plus faire du SAMU psychiatrique. Mais on a une réactivité très forte, donc régulièrement, dans les 48-72 heures, le patient désigné a été pris en charge. Et bien sûr, il y a une discussion clinique avant chaque inclusion. Et ça fait souffrir les équipes. On n'est jamais certain, quand on frappe à l'équipe mobile, que le patient est pour l'équipe mobile. Quand un patient, une famille vient en consultation à l'hôpital, souvent il y a un dispositif d'accueil et on sait que c'est pour soi. Et là, pas du tout. Et donc ça fait souffrir les équipes parce que chaque fois il faut se demander est-ce que c'est pertinent que ce soit l'équipe mobile qui intervienne ? C'est une vraie question. Et donc il y a la question du territoire. On intervient, nous, pour l'instant, sur le tiers de Bruxelles à l'est de Bruxelles. On intervient pour des patients donc de tout âge après 16 ans, donc on ne s'est pas limité à 65 ans. On intervient pour des patients en crise, donc parfois il n'y a pas de pathologie psychiatrique, mais il y a une crise. Et bien sûr, il faut avoir vérifié qu'il n'y a pas d'autre alternative de soins que l'équipe mobile. Et donc c'est aussi un attendu très, très clair par rapport à ça. La philosophie, je vais être très rapide par rapport à ça, on aura sûrement des questions, mais au point de départ, l'équipe mobile devait diminuer le nombre de lits en Belgique, qui était trop important. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'équipe mobile, elle va plutôt chercher des patients qui n'auraient jamais eu accès aux soins jusque-là, et qu'une partie de nos patients sont hospitalisés, et donc ça ne contribue pas vraiment à diminuer le nombre de lits. Mais je ne vais pas faire le débat maintenant, je le réserve pour les questions, vu le temps attendu. Et puis, bien sûr, il y a la question, effectivement, de l'articulation du soin individuel et du soin collectif. C'est une question très importante. Et à la fameuse réponse de Samuel Bolounine, l'équipe mobile, c'est pour les interstices du système. Moi, j'ai envie de répondre par une question. Qui décide
des interstices. Qui fixe ces interstices? Comment ils sont fixés politiquement, sanitairement et tout ça? C'est une vraie question et donc sans réponse. Alors, on a fait quelques innovations. On a travaillé avec les usagers proches, on a fait des débriefings avec eux, on a travaillé avec les policiers, on travaille vraiment avec des magistrats pour tenter de diminuer effectivement le nombre de mises en observation ou de privations de liberté en vue de soins. On a effectivement eu des policiers en stage chez nous qui rouspétaient sur les soignants, qui disaient « Oui, mais ça prend trop de temps, vos urgences, ça prend trop de temps, l'intervention. » Eh bien, on leur a dit, c'est toujours comme ça dans la vie, hein, quand quelqu'un vous embête, il ne faut pas le mettre à l'écart, il faut plutôt le rapprocher de vous et « Ok, on va travailler ensemble. » Et ça peut être intéressant. Et on a eu plein de bonnes collaborations depuis lors avec la police. Et puis, bien sûr, il y avait l'accompagnement des proches. Ça, c'est pas encore tout à fait réalisé, mais on a vraiment envie de faire des séances collectives, de pouvoir débriefer des prises en charge dans les équipes mobiles de crise via un setting plutôt groupal pour les proches. Voilà, je cède la parole à mon collègue. Merci. Il me reste donc 7 minutes et demie. Ah, il est un peu dépassé, mais c'est mon patron, je suis travailleur, on va quand même favoriser le patronat ici. Je ne vais pas rentrer dans l'érotisme mou de la plainte, mais je pense quand même que j'ai droit à mes 7 minutes et demie. Alors, je vais vous parler un petit peu des accordages cliniques, de quelques petits points cliniques. D'abord, par rapport au réseau de soins et aux patients et familles. Alors, pour faire sérieux, on a quand même mis une dia avec des chiffres. Mon patron, il s'est poussé sur un bouton, s'il veut bien. Voilà. Bravo. Alors, on commence. L'idée, c'était de voir un peu qui étaient les envoyeurs. Alors, c'est un peu particulier, c'est à la belge, on commence par la colonne de droite. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que les équipes mobiles sont relativement récentes chez nous. Il y a 4-5 ans, les 3/4 des envoyeurs étaient les familles. Maintenant, c'est devenu 76 sur 198, donc il y a moins de familles. Et il y a plus de professionnels. Au début, on avait très peu de professionnels, et les professionnels qu'on avait le moins dans les professionnels de la santé, c'était les psychiatres. Pourquoi ? D'abord, on a une tradition de médecine libérale et donc l'idée déjà que les équipes aillent sur les territoires, ça leur donnait mal de tête parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, etc. Ça leur semblait très très compliqué. Ça leur semblait aussi très très compliqué de faire appel. Et puis on s'est quand même rendu compte qu'à un moment, quand comme psychiatre on s'en sort plus, on peut toujours faire appel à l'hôpital. Mais faire appel à une équipe mobile quand on n'a pas cette culture-là, c'est trouver d'autres gens qui en fait en ambulatoire vont faire mieux que vous. C'est quand même un peu compliqué, c'est confronter sa clinique. Et c'était sans doute un frein qui est en train doucement de partir. Il y a autre chose qui m'a aussi frappé, c'est qu'on dit toujours que les hôpitaux veulent remplir leur lit, leur taux d'occupation. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le nombre de psychiatres et d'équipes en ambulatoire, quand tout d'un coup ça va plus, ils disent qu'il faut aller à l'hôpital. Ils n'ont pas spécialement un projet pour l'hôpital, mais c'est tout d'un coup parce que ça va plus. Et c'est difficile de penser. Il y a eu plusieurs années avant qu'on puisse penser équipe mobile, parce que sinon, à un moment, ils disent mais non, là, c'est pas un cas pour l'équipe mobile, c'est un cas pour l'hôpital. Et donc, il y a eu vraiment tout un travail qui font que nos statistiques font qu'il y a moins de familles et plus de professionnels de la santé. Maintenant, on peut se demander pourquoi il y a autant de familles. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays, mais dans le nôtre, c'est quand même compliqué d'être une famille par exemple, d'un patient psychotique. D'habitude, quand vous allez dans un centre de santé mentale, on vous dit qu'il y a des listes d'attente, et les listes d'attente, on va quand même donner la priorité à un vrai patient plutôt qu'à un entourage. Et puis, ce qui me frappe aussi, quand on accepte que la famille soit vue, c'est que, moi, j'ai toujours eu l'impression que les psys ont fait des processus. Regardez, vous êtes quand même tous au courant que les Diables Rouges sont champions du monde dans 3 semaines, mais c'est tout un processus, c'est un fait, mais ça fait quand même déjà 2 ans qu'on y travaille. On sait où on va arriver, mais il faut passer par le processus. Et ce qui me frappe, c'est que quand les familles viennent pour demander qu'on soigne, ils voient le psy 1 fois, 2 fois, et puis le psy dit « Allez, madame, maintenant il faut l'amener, etc. » Et puis si elle l'amène pas, qu'elle ne sait pas, on n'a pas travaillé, mais qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de l'amener? C'est quoi la relation? C'est quoi leur histoire? Et c'est comme si c'était tellement difficile pour les psys de le faire. Et donc souvent, ces familles, elles font appel à l'équipe mobile. Alors ce qui est intéressant dans nos chiffres, c'est que si vous voyez les 76 familles, déjà, après un coup de fil, 35 familles ne demandent plus l'équipe mobile. On arrive à les réorienter. Après 2 coups de fil, il y en a 28 de plus, et on ne va que dans 13 situations sur 76. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec nos coups de fil? On reconnecte les familles au système de soins. Et donc souvent la demande tombe. Tandis que quand ce sont le secteur de la santé, 3 fois sur 4,
on va à domicile. Donc c'est intéressant, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport aux familles. Alors, pardon, je regarde le temps parce que je me suis aussi fait un peu harceler là. 3 minutes. On passe à la dia suivante. Merci. Alors, je vais quand même vous donner un cas clinique assez typique. C'est un jeune qui a comme ça 20 ans, il est première année post-bac, et puis ça va un peu bizarre, il a des actes bizarres, il ramasse des objets dans la rue, enfin il fait pas comme avant, il a plus tout à fait ses frites dans le même sachet comme disent les policiers, et donc on l'amène chez un psy, et donc le psy le voit, et la famille le conduit, et puis au bout d'un mois et demi, il va toujours pas mieux, il va toujours pas à l'école. Donc la famille téléphone au psy qui dit « écoutez, il est majeur, secret professionnel, etc. » Donc la famille commence à faire comprendre que ce psy n'est pas un bon psy. Et puis pour finir, le patient, il se sent tout à fait soutenu dans l'idée d'aller chez le psy, parce que déjà, il y allait un peu pour faire la famille, mais qui commence à ne plus y croire. Et puis que fait la famille? Soit un jour, il l'amène à l'hôpital, aux urgences, ou bien ils appellent l'équipe mobile. Et donc, souvent, on a des situations comme ça, parce qu'il y a quelque chose de l'entourage en ambulatoire. Autant en hospitalier, souvent les familles sont vues, mais c'est vrai qu'en ambulatoire, en tout cas chez nous, quand on téléphone à un centre, ils disent « Ah, on n'a pas de thérapeute familial, ou elle est en vacances ». On dit « Il ne s'agit pas d'un thérapeute familial, il s'agit d'articuler un soin individuel et avec l'entourage ». Et ça reste très compliqué. Ça reste compliqué, alors qu'au fond, c'est ce qu'on fait en équipe mobile. Et donc c'est ça qui devient un deuxième problème pour nous, c'est l'aval. Parce qu'une fois qu'on a vu ce patient... À quelle heure je suis censé arrêter? 2 minutes. Ok, vous me poserez des questions. Hein. Une fois qu'on a vu ce patient, on a fait une prise en charge intégrée avec la famille, et quand on veut le réinjecter dans le système de soins ambulatoires, tout d'un coup, il se retrouve seul, il n'y a pas toujours un endroit pour voir la famille, et donc au bout de quelques semaines, la famille s'inquiète. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle l'équipe mobile. Et donc on assiste au phénomène de revolving car, hein, c'est-à-dire que la famille redemande de faire la même chose et puis on va relancer. Et donc c'est vraiment une question pour nous, comment travailler l'aval. Alors je ne suis pas là dans la plainte, je pense que ce qui se passe, et comme j'ai peu de temps, je vais raccourcir, c'est qu'au fond, sans doute qu'avec les années, de plus en plus, je me rends compte qu'on est un peu des embêteurs de tourner en rond pour plusieurs services de santé mentale, parce qu'on impose des patients qu'il faut qu'ils soient vus vite. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de la fonction phorique du portage. On ne peut pas dire il y a une demande, pas de demande, on va travailler la demande. On est là très très fort à pousser, parce que quand ils disent non, on est là derrière. Et au fond, de plus en plus, on se rend compte qu'on modifie sans doute, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais un peu la façon de travailler ces services santé mentale, qui sont l'équivalent des secteurs ambulatoires. C'est qu'on demande de plus en plus, je pense qu'on a une action sur les systèmes pour de plus en plus faire quelque chose du portage. Alors évidemment, ils ont toujours le problème de savoir, on fait des psychothérapies à la demande, qu'est-ce qui est plus urgent, etc. Et donc ça reste un grand problème. Mais je pense que c'est vraiment, pour moi, là qu'il y a tout un accordage qui est en train de se construire avec le réseau. J'arrête là. Bravo. Il y avait la question de l'évaluation qu'on avait envie de poser. On avait envie de dire, tiens, mais est-ce qu'on n'a jamais eu liste d'attente en 7 ans, depuis l'existence de l'équipe mobile? Est-ce que c'est un bon critère pour dire qu'on fonctionne bien? Il y a plein d'autres critères que vous savez lire sur le slide. On avait envie de rendre hommage aussi à la question de l'équipe, hein. Une partie est sur la photo. Et puis en conclusion, et là je vais quand même attirer votre attention, c'est pour moi des choses terriblement importantes, c'est qu'on a envie de dire qu'il ne faudrait jamais que les équipes mobiles s'instituent trop. C'est-à-dire qu'une équipe mobile, par définition, elle doit être, même une équipe mobile de crise, elle doit être un petit peu en crise. C'est l'heuristique de la crise, parce que si on travaille dans un réseau, un système de soins un peu mouvant, être trop installé, c'est quelque part un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'on ne travaille peut-être pas assez bien. Alors, en même temps, il faut prendre soin des soignants qui ont un métier très difficile par rapport aux situations cliniques qu'ils vivent, mais aussi par rapport à cette question que j'évoquais tout à l'heure. On est toujours en difficulté de savoir si c'est pour nous. C'est pour ça que de l'équipe mobile de crise aux équipes mobiles en crise, alors Laure, bien sûr, on a besoin de l'association, hein, pour continuer, persévérer par rapport à cela, et qu'on avait envie de donner un message pour conclure cette présentation un petit peu particulière, c'est que on pense que là où on est dans la mobilité, il faut prendre soin de soi. Et souvent, c'est compliqué quand on est soignant dans la mobilité, dans la crise. Il faut prendre soin des autres.
il faut prendre soin du monde, hein, puisqu'on sait que le ressentiment du monde fait qu'il y a un repli sur soi qu'on assiste un peu partout pour l'instant en Europe. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Et pour prendre soin de soi, eh ben, il faut de la poésie, il faut du sport, il faut du foot, il faut de la musique. Et on voulait terminer notre exposé en vous faisant écouter cette belle chanson d'Albin de la Simone qui s'appelle « Ma crise ». Et normalement, ça devrait arriver. Un jour, la vie est belle, une euphorie nouvelle. Pour un oui, pour un non. Tout va bien pour de bon. Un jour, je suis croyant, végétalien, pratiquant. Plus de sel ni de pain. Plus de lait ni de vin. Un jour je m'exaspère, j'ai pas les mots, je les perds. Je trépigne, je m'égare. Un jour je ressemble à mon père. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire.